De m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Après l'injustice inqualifiable subie par le Mandem par la non-validation de son candidat Moïse Kamto, tribunal militaire où ces civils doivent répondre des faits de rébellion, attroupement et troubles à l'ordre public. Des hommes politiques, acteurs de la société civile et une bonne frange de l'opinion nationale condamnent cette arrestation que tous qualifient d'atteinte aux libertés individuelles et civiles, en dépit d'une mesure administrative jugée illégale et interdisant toute présence aux abords du Conseil constitutionnel ce jour-là. Cet arrêté du préfet du Fundi, Emmanuel Mariel Digden, est d'ailleurs considéré au moment des faits de violation de la loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, stipulant en son article 64 « Les débats ne sont pas publics, sauf en matière électorale et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience publique. » Deuxième curiosité dans cette affaire, le déferrement de ces citoyens devant une juridiction militaire pour des motifs considérés comme créés pour les besoins de la cause. Des hommes de loi, politiques, acteurs de la société civile et des observateurs avertis s'interrogent sur les motivations profondes d'accuser ces militants du MRC de rébellion au fin de les faire comparaître devant un tribunal militaire. Et ces militants du MRC sont-ils impliqués dans une affaire en rapport avec des armes à feu pour qu'ils soient traînés devant un tribunal d'exception? Et quel sort leur sera réservé? Rappelant le cas tristement célèbre de leurs camarades arrêtés en 2019 et 2020 pour des marches pacifiques alors qu'ils revendiquaient une modification du code électoral. La fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la restitution de plusieurs centaines de milliards de francs CFA détournés des fonds Covid et de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Bienvenue une fois de plus dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision et sur Radio Balafon. Roland Tapi, éditorialiste à Balafon Média. Bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir Maître Corentin Doungué, avocat au barreau du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Claude, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là. L'affaire impliquant ces militants du MRC nous préoccupe ce soir. Ils ont été interpellés aux abords du Conseil constitutionnel au niveau du Palais des Congrès de Yaoundé le 5 août dernier pour avoir manifesté à l'ouverture du contentieux préélectoral. 13 d'entre eux seront jugés par le tribunal militaire. Maître, avant d'entrer dans le sujet, à quel moment une affaire peut être traitée par le tribunal militaire de Yaoundé? Bon, par le tribunal militaire. Merci Claude de m'interpeller sur cette question qui est vraiment technique. Parce que quand la loi se trouve être manipulée par des mains inexpertes, nous pouvons aboutir sur des abus. Le code de justice militaire est clair relativement à la compétence de cette juridiction. Alors, est passible donc d'être jugé par le tribunal militaire ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des infractions militaires, des infractions avec port d'armes à feu, ou mieux des infractions dans lesquelles sont impliqués des militaires. L'article 8 de cette loi délimite de façon claire quelles sont les infractions qui sont de la compétence de ce tribunal. Ce que nous sommes en train de vivre, je crois que c'est un crime contre la loi et un crime également contre la démocratie, un crime également contre le principe de la séparation des pouvoirs. Parce que quand le politique s'ingère dans le judiciaire et s'essaie du judiciaire pour régler des comptes à des Camerounais, à des compatriotes, je pense que comme un seul homme, nous devons être debout pour dire non à la forfaiture parce qu'aujourd'hui, ce sont ces militants du MRC. Demain, ça pourra être vous. Demain, ça sera moi.
Des motifs comme ceux de troubles à l'ordre public, d'attroupement, de rébellion, d'incitation à la révolte, qu'on a vu dans l'arrêté du préfet Djoumfoundi qui annonçait la détention administrative de 29 Camerounais interpellés aux abords du Palais des Congrès. Est-ce que ça peut être traité ou être du ressort du tribunal militaire? C'est une aberration. Ce n'est pas de la compétence du tribunal militaire. Analysons d'ailleurs. Commençons par la loi du 19 décembre 2010 sur l'ordre public, qui en son article 2 donne compétence aux autorités administratives d'user de la garde à vue de 15 jours renouvelables pour des cas de grand banditisme. Voilà le cadre légal dans lequel les autorités administratives peuvent ordonner des gardes à vue administratives. C'est-à-dire dans le cas du grand banditisme. Et si vous regardez un peu la définition du grand banditisme, il s'agit des vols avec main armée, il s'agit des meurtres. Quand vous regardez ces citoyens qu'on a interpellés, qui d'entre eux possédait l'arme? Qui d'entre eux peut se retrouver sur le sillage du grand banditisme? Ma foi, j'ai vu interpeller des gens avec des sifflets. Une femme qui disait avoir un sifflet. Est-ce que le sifflet est devenu, dans notre pays, l'arme à feu? Cette femme dit avoir utilisé le sifflet pour jubiler quand son champion devait être déclaré candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, quand nous finissons dans le cadre juridique de la garde à vue administrative, qui ne peut être utilisée que dans le cadre du grand banditisme, nous allons maintenant voir les infractions visées. L'attroupement. L'attroupement tel que défini par le code pénal, pour que vous tombiez sur le coup de cette infraction, il faut un certain nombre d'éléments matériels. Premier élément matériel, il faut une réunion d'au moins 5 personnes. Deuxième élément, il faut que cette réunion ait lieu sur la voie publique. Troisième élément, il faut que ces réunions aient pour but de troubler la paix publique. À quel moment des citoyens avec un sifflet peuvent troubler la paix publique? Et si nous allons même plus loin pour analyser l'article sur l'attroupement, cette loi dit que vous êtes punissable et vous tombez sur le coup de cette infraction, vous pouvez être puni par la peine privative de liberté allant de 15 jours à 6 mois. Si à la première sommation, vous ne libérez pas les lieux. Maître Ndungue, on reviendra sur les autres motifs, notamment celui de la rébellion et d'incitation à la révolte. Mais permettez qu'on accueille Philippe Nanga, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et salut à tous vos téléspectateurs, surtout à toute la jeunesse qui nous regarde. C'est toujours avec plaisir que je réponds à vos invitations. On parle ce soir de ces militants, de ces Camerounais initialement arrêtés. Ils étaient 29, détenus sur ordre du préfet Djoumfoundi. Aujourd'hui, ils sont 13 qui seront jugés par le tribunal militaire de Yaoundé, Philippe Nanga. On leur reproche d'avoir manifesté devant le Palais des Congrès à l'ouverture du contentieux préélectoral. Il y a une série de mesures avancées par le préfet Djoumfoundi lorsqu'il publiait son arrêté. Mais restons déjà sur cette interpellation et le motif. Arrêté pour avoir manifesté à l'ouverture du contentieux préélectoral. Est-ce que pour vous, c'est une arrestation ou une interpellation raisonnable? Pas du tout. J'imagine que ma réponse, vous la connaissez, parce que nous avons toujours décrié ces entraves, n'est-ce pas, aux libertés publiques, aux libertés fondamentales. Le droit, n'est-ce pas, des Camerounais à exprimer leurs ressentis publiquement est protégé, connu par la Constitution du Cameroun et d'autres instruments ratifiés par l'État du Cameroun. Plusieurs, dont je citerai deux simplement, qui sont bien reconnus par notre Constitution. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, le Cameroun, officiellement, s'est attaché, n'est-ce pas, à la protection des libertés publiques en adhérant à ces instruments-là.
Et donc, malheureusement, on peut constater que c'est devenu, comme on dit au quartier, un sport favori de la part de nos gouvernants, n'est-ce pas, d'enfreindre, n'est-ce pas, ce droit-là. Donc, déjà, le préfet, en prenant la décision d'interdire, n'est-ce pas, la participation des citoyens à ces audiences qui sont réputées d'ordre public, c'était déjà une violation même de nos propres dispositions légales. Et donc, maintenant, en allant plus loin pour interpeller, détenir ces personnes qui étaient là tout simplement à observer, à vouloir comprendre ce qui se passait, ça aussi c'est un problème. Il n'y a que, je dis, dans notre pays où vous avez 50 personnes qui se retrouvent à un endroit pour exprimer ce qu'ils ressentent de ce qui se passe dans une institution publique et qui sont interpellés, détenus, n'est-ce pas, par nos lieux de détention. Mais pour rappeler le contexte, Philippe Nanga, ces manifestations étaient interdites. Il y avait dans un premier temps le communiqué du préfet qui interdisait aux uns et aux autres de se retrouver tout autour du palais des congrès pour soit semer le désordre, soit tenter de regagner le Conseil constitutionnel. Par la suite, il y avait les menaces du ministre de l'administration territoriale. Est-ce que le communiqué du ministre est au-dessus de la loi? Non. Il y a une loi qui organise les activités du Conseil constitutionnel. Mais est-ce que ça ne tient pas lieu d'avertissement, peut-être, ou de mise en garde? Mise en garde par rapport à quoi? À la loi? C'est-à-dire que le préfet peut se prévaloir du droit, n'est-ce pas, de violer une loi? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il y a une loi qui prévoit que les citoyens aient le droit d'assister à ces audiences. Et le préfet ne peut pas, n'est-ce pas? Tout ce que le préfet peut faire, puisqu'il a la responsabilité d'assurer l'ordre public, c'est justement d'assurer l'ordre public, c'est-à-dire de prendre des dispositions légales en utilisant les moyens que le citoyen camerounais met à sa disposition. C'est-à-dire, ils ont la police, ils ont tout ce qu'il faut pour encadrer des manifestations. Ces moyens dont disposent nos administrations publiques sont mis en place par le citoyen camerounais. Ce que je trouve souvent extraordinaire, c'est que les administrations qui utilisent les moyens mis à disposition par les citoyens, ils utilisent ces moyens-là contre le citoyen. C'est extraordinaire. Ils ont les moyens que nous mettons à leur disposition. La police qui est là est payée par les citoyens. D'accord? Le préfet, son salaire, là, il est là par les fonds des citoyens. Tous les moyens qu'il dispose, matériels et autres, y compris son salaire, c'est les citoyens que lui, il prend sur lui de brutaliser. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, la loi vise essentiellement à protéger l'individu. Ce n'est pas à mettre le citoyen en difficulté. Il y a une compréhension de la loi au Cameroun que je trouve extraordinaire. Dans tous les pays du monde, y compris chez nous, quand vous lisez nos lois, c'est dans l'intérêt, normalement, du citoyen. La loi est là pour protéger le citoyen. Et je ne peux pas comprendre que... parce que quand des gens vous disent souvent, ouais, on est là pour assurer l'ordre public, contre qui ou pour qui? Parce qu'ils sont là justement pour nous protéger. L'ordre public, c'est en notre faveur. Ce n'est pas en la faveur du préfet. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité d'assurer l'ordre public pour protéger notre liberté. Ce n'est pas pour se protéger lui. Lui, il a un policier qui marche avec lui, payé par nos soins, pour le protéger. Et lui, son boulot, justement, c'est de nous protéger. Ce n'est pas de nous mettre en difficulté. Alors, parfois, je me demande, est-ce que ces responsables administratifs sont bien au courant de leur mission? Quand vous suivez les sorties des administrations publiques, y compris du ministre de l'administration territoriale, dont la mission est de protéger, n'est-ce pas, justement, le territoire national, de nous protéger, mais les menaces permanentes à l'endroit de ceux dont ils sont censés protéger, c'est totalement incompréhensible. Donc vous pensez que derrière, il y a une stratégie visant soit à neutraliser les Camerounais, soit à les museler? Non, je pense qu'il y a... comment je vais dire ça? Il y a une utilisation, n'est-ce pas, de la fonction administrative à d'autres fins.
rien à voir avec les fins officielles. Parce que l'administration qui est censée nous protéger doit nous protéger. Maintenant, ils ont d'autres objectifs. Parce que pourquoi les gens veulent manifester? C'est ce questionnement-là qui doit nous intéresser. Pourquoi les gens veulent manifester? Les gens veulent manifester parce qu'ils sont mécontents de quelque chose, parce qu'ils doutent de quelque chose. Alors, quel est l'intérêt du responsable administratif d'interdire cette manifestation, d'interdire ces personnes qui sont curieuses de savoir ce qui se passe dans une institution publique qui nous appartient? Quel est son intérêt? On va revenir sur le contexte de la tenue de ces manifestations qui ont conduit qu'il faut regarder. À l'arrestation de ces Camerounais. Roland Tsapi, on a vu la sortie du président par intérim du MRC, Mamadou Mota, qui parle d'acharnement politique, parce que ce n'est pas la première fois que des militants du MRC sont interpellés. Ce n'est pas la première fois qu'ils seront jugés par le tribunal militaire. Est-ce qu'on peut effectivement parler d'acharnement politique sur la base de ces éléments? À moins qu'on ne soit pas Camerounais, ou bien à moins qu'on soit Camerounais et qu'on ne veuille pas voir, ou bien qu'on veuille à tout prix justifier ce que le gouvernement fait. C'est bien clair que depuis 2018, après l'élection présidentielle, le MRC, disons-le globalement comme ça, a essayé d'organiser des marches dites blanches pour revendiquer soit tantôt la victoire, soit le règlement de la crise dans le Nozo, soit l'amélioration du code électoral, ainsi de suite. Vous savez très bien que lui-même, Maurice Kamto, a été interpellé avec presque une cinquantaine, non, c'était autour de 150 militants répartis sur le territoire national et qui finalement se sont retrouvés devant le tribunal militaire avec les mêmes motifs qu'on retrouve aujourd'hui que décriait un peu l'avocat. Et ils ont été interpellés dans la rue, les mains nues, une fois de plus. La plupart du temps, avec même l'arme de paix, ne représentant aucun danger. Ils ont été justement déférés devant le tribunal militaire et beaucoup ont écopé des peines de prison où ils sont encore jusqu'à aujourd'hui, y compris ceux qui avaient été interpellés dans leur maison. On les accusait d'avoir... Bien avant. Le même jour également, c'était, je crois, le 27. Bien avant la marche. Bon, ils n'étaient pas à la marche. Ils n'étaient pas à la marche, ils étaient chez eux. Bibou Nissar, par exemple, et Alain Foguet, ils ont été interpellés à la maison. Ils n'étaient même pas dehors. Ils ont été accusés des mêmes, comment dire, des mêmes motifs. Et aujourd'hui encore, juste parce que des citoyens veulent aller à un endroit où doit être rendue une justice, ou bien une justice doit être dite, qui, dans le principe, est dite au nom du peuple camerounais. Ça veut dire, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on empêcherait le peuple d'être là où on dit le droit en leur nom, en quelque sorte. Juste pour cela, ils sont interpellés une fois de plus et vont se retrouver devant le tribunal militaire. L'acharnement, c'est même petit. Parce qu'en dehors des militants du MRC, comme le dit le président par intérim, parce que là, il parle de ces militants en tant que président par intérim du parti. Il essaie de circonscrire les choses dans ce cadre-là. Mais il n'y a pas que les militants du MRC qui sont dans ce cas-là. Vous vous rappelez, c'était en juillet 2024, il y a un an déjà, presque jour pour jour, que le même préfet du Foundi menaçait d'exclure du département pour une durée indéterminée tous ceux qui oseraient avoir des propos à l'encontre des institutions et celui qui les incarne, c'est-à-dire le président Paul Biya. C'est des gens qui vont être surpris en attroupement, ainsi de suite, ou bien qui vont appeler au désordre public ou bien à la désobéissance, quelque chose de ce genre. Ils vont être exclus? Non. Ils vont être chassés, si je peux le dire ainsi, du département de Foundi pour une durée indéterminée. Comme Philippe disait, on n'est plus dans un état de droit où la justice fait son travail, les administrateurs font le leur, notamment la protection de l'ordre public. Sauf que ces administrateurs civils aujourd'hui profitent effectivement pour s'acharner sur toutes les populations d'un flou qui existe dans la définition de ce qu'on appelle finalement ordre public. Parce que pour interdire une marche légalement déclarée, on dit qu'il y a menace de troubles à l'ordre public. La menace
pour les manifestants étant laquelle, puisque ceux qui déclarent disent que soit nous allons faire une marche pacifique sur un tronçon bien déterminé, bien connu, soit nous allons avoir un meeting public à un endroit bien connu. Et déclarer auprès de ces administrateurs civils, d'après ce que dit la loi, déclarer c'est justement pour qu'ils prennent des mesures pour encadrer les manifestations. Mais justement, Roland Tapi, la manifestation n'avait pas été déclarée. Est-ce qu'il y a eu manifestation en passant? On a vu dans des vidéos, d'ailleurs il y a une vidéo là qui passe en ce moment, on a vu des Camerounais chanter, scander certains mots et tout le reste. On a vu des Camerounais qui voulaient entrer au niveau du palais des congrès. Donc il y a eu plus ou moins manifestation. Parce que c'était un groupe de plusieurs personnes. Qu'on a identifié comme étant tous des membres d'un parti politique. En réalité, je crois, et peut-être Maître va me corriger là-dessus, quand on veut parler de manifestation, il faut qu'il y ait eu une intention préalable de se regrouper par un certain nombre de personnes bien identifiées. C'est pour ça que quand on parle de déclaration, c'est quelqu'un qui vient prendre la responsabilité de déclarer la manifestation en laissant ses pièces d'identité ou autres. Mais quand les populations se retrouvent spontanément dans la rue, et on parle de manifestations. Si on doit les arrêter, il faut bien également qu'on arrête tous ceux qui sortent des stades et bloquent même les rues parce qu'il y a une équipe qui a gagné un match. Il faut bien qu'on les arrête aussi pour manifestations illégales. Si on doit faire cela, il faut bien qu'on arrête tous ceux qui, au sorti, je ne sais pas quoi, de quelques manifestations que ce soit, sont contents et manifestent leur joie. Il faudrait qu'on arrête tous ceux qui, à chaque fois que le président Paul Biya apparaissait en public, étaient là dans la rue en train de scander et tout ça. Il faudrait bien qu'on les arrête aussi à ce moment-là. Non, 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 non. Il faut le dire clairement. La fonction administrative, malheureusement, est mal conçue par ceux qui occupent ces fonctions. On est resté dans les reliques, la perception coloniale où on avait une relation verticale entre l'administrateur, ou plutôt le ngomna, comme on disait à l'époque, et la population. Celui-là est là pour donner des ordres et les autres pour respecter. C'est celle-là qui est encore dans la tête des administrateurs aujourd'hui. Et Philippe l'a bien dit, ils ont oublié que leurs actions, de manière ultime, in fine, doit concourir à protéger le citoyen, pas devenir forcément une répression sur le citoyen. À ce moment, justement, on le réprime pour protéger qui? Surtout pas cette même population qu'on réprime. Mais voilà. N'y aurait-il pas eu, Maître Doungué, intention de manifester? Si on revient au contexte de la tenue de ce contentieux, de la préparation même de ce contentieux préélectoral, la veille, des jours avant, il y avait des messages qui circulaient, qui appelaient les Camerounais et les militants d'un parti politique à se retrouver, à se réunir ou se rassembler au niveau du palais des congrès de Yaoundé pour assister à cette audience-là. Est-ce que ce n'est pas de ça que se sert soit l'administration ou quiconque pour attribuer des motifs à ces Camerounais-là? Claude, pour ma part, il n'y a eu aucune intention de manifester. Pourquoi je le dis? Dans un système où les gouvernants se comportent comme des molinex, et à chaque fois qu'ils voient un citoyen, ils se disent qu'ils ont vu un condiment qu'il faut écraser, on ne peut qu'aboutir à ce genre de dérive. Dans un système où les gouvernants se considèrent comme des serpents affamés et qu'à chaque fois qu'on voit un citoyen, on a faim, on doit l'avaler, on ne peut se retrouver que dans de tels chaos. L'audience est publique. L'audience est publique parce que le rationnel derrière cela, c'est de permettre aux Camerounais de voir comment la justice est rendue. L'audience est publique, mais du moment où on demande aux uns et aux autres de rester chez eux et de ne pas se retrouver dans la salle d'audience ou tout autour du Conseil constitutionnel, est-ce que cette audience est encore publique? Je dis ceci. De quel droit l'autorité administrative interdit à un citoyen camerounais d'exercer un droit qui lui est reconnu par la loi camerounaise? Est-ce qu'il y avait une menace de trouble à l'ordre public? La réponse c'est non. Quand Elekam, par exemple, rejette certaines candidatures, nous avons tous subi
le communiqué des responsables de ces partis politiques qui ont dit « Fais confiance à la justice, fais confiance à la Cour constitutionnelle par rapport à sa décision. » À partir de quel moment il pouvait avoir une suspicion d'intention de manifester, étant donné que les leaders étaient opposés à cela. Je voudrais que nous ne restons pas uniquement dans des guéguerres politiques et que nous scrutons de plus près la liste de ceux qui ont été retenus dans la garde à vue administrative. Si vous lancez un coup d'œil, si nous lisons cet arrêté, vous allez comprendre que ces gens sont à 99,99% d'une certaine tribu. C'est-à-dire qu'on a réuni les gens d'une même tribu pour se retrouver devant la Cour constitutionnelle. N'êtes-vous pas en train de tribaliser le problème? Non, j'analyse, ce sont des faits. J'ai lu la liste. Il est bien vrai, nous sommes dans une communauté où quelqu'un du Nord peut porter le nom du Sud, quelqu'un de l'Ouest peut porter le nom du Centre et tout. Mais quand je lis la liste de ceux qui ont été gardés à vue, ça a une consonance d'une certaine région du Cameroun. Ce sont des faits et les faits sont têtus. Donc, maintenant, quand la loi reconnaît que les audiences sont publiques et que le Camerounais va à la Cour constitutionnelle pour apprécier, on peut scander même, on peut jubiler parce que son candidat est retenu. Parce qu'ils ont estimé qu'ils ont été victimes d'une certaine injustice au niveau de Elekam et qui devaient être rétablis dans leurs droits au niveau de la Cour constitutionnelle. Quoi de plus normal que de venir étant content? Pour moi, personnellement, il n'y a jamais eu d'intention de manifester. Et même quand il y aurait eu intention de manifester, je vous ai dit, la garde administrative doit être utilisée dans le cadre du grand banditisme. C'est une violation criarde de la loi et nous devons tous nous opposer à cela. Philippe Nanga, du moment où il y a interdiction, est-ce que le droit ou les libertés s'appliquent? Revenons au contexte de la tenue de ce contentieux préélectoral. Il y a un communiqué du préfet qui interdit aux uns et aux autres de se rendre tout autour du Conseil constitutionnel, et se rendre même dans la salle d'audience. Il est demandé à ces Camerounais, aux Camerounais, d'attendre les conclusions de cette audience. Du moment où donc on viole l'interdiction et on décide de s'y rendre, est-ce qu'on n'assume pas complètement la responsabilité de tout ce qui peut se passer là-bas? Bon, alors, vous me reposez pratiquement 2 fois la même question. Je réponds 2 fois de la même manière. Et qui viole quoi? Qui viole la loi entre le préfet et les citoyens? Vous pensez que parce qu'on est préfet, on peut s'asseoir dans son bureau et décider que Philippe Nanga ne s'appelle plus Philippe Nanga? Mais il y a un risque de trouble à l'ordre public. Qui crée le trouble dans ce cas? Qui crée? C'est celui qui refuse de reconnaître que je suis Philippe Nanga, alors que la loi me reconnaît comme tel. C'est pas l'inverse. Il ne faut pas qu'on inverse. Je vais vous lire un texte qui est un texte de l'Union africaine qu'on appelle la ligne directrice sur la liberté d'association et de réunion. Et je vais vous dire comment ils définissent, comment c'est défini, comment l'Union africaine définit ce qu'on appelle la réunion, qui est un droit. D'abord, il faut que la réunion ait un droit. Et maintenant, comment ils définissent la réunion? Ils disent, la réunion désigne un rassemblement volontaire, en privé ou en public, à des fins expressives, pour s'exprimer, et pour une durée prolongée. Le droit de réunion peut s'exercer de diverses façons, notamment par des manifestations, des réunions, des processions, des rassemblements, des sit-ins, des funérailles, par l'utilisation des plateformes en ligne ou de toute autre manière que les gens choisissent. C'est ça qu'on appelle une réunion. Donc c'est pas parce que les gens sont en mouvement, c'est pas parce que les gens sont en mouvement, un regroupement de personnes en mouvement, qu'on va transformer ça en manifestation publique. Ça peut s'entendre une réunion reconnue par les institutions internationales. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on déforme les choses. Nous avons l'habitude, et ça, je commence cette déformation, n'est-ce pas, de la réalité. C'est-à-dire, vous avez les citoyens qui ont des droits, et vous avez des administrations qui violent les droits, et comme
l'administration viole les droits des citoyens, les citoyens sont interdits de riposter. Vous êtes en train de dire aux citoyens détenteurs de la souveraineté, n'est-ce pas, de se soumettre au désir d'un individu qui est à leur service. En fait, c'est ça que je constate dans notre pays. Mais l'individu est à la tête de l'administration. Une administration qui a été mise en place par le citoyen et qui est, n'est-ce pas, animée, qui fonctionne par les soins des citoyens. Il faut expliquer ça aux téléspectateurs, que le président de la République, le palais a été conçu par les citoyens. Les militaires, tout ce qu'ils ont comme matériel, c'est acheté par nous. Pour nous protéger, pas pour nous traquer. Ce sont les citoyens qui mettent en place les institutions pour être à leur service. Ce n'est pas l'inverse. Vous demandez à un citoyen qui a les droits, n'est-ce pas, de se soumettre, je vais dire... à l'interdiction. Non, se soumettre, je vais dire quoi? C'est-à-dire que au caprice d'une administration publique. C'est-à-dire un préfet se lève un matin comme celui qui s'est levé un matin pour dire, écoutez, désormais, si vous tenez un propos malveillant à l'endroit du président de la République, on vous déporte du département. Une violation grave des libertés fondamentales au Cameroun. Lui devrait être poursuivi. D'accord? Et donc, de plus en plus, on laisse faire que c'est devenu quelque chose de normal. Vous voyez, vous posez la question, quand le préfet prend un communiqué pour dire que on ne doit pas assister à l'audience publique, alors que la loi dit que cette audience est publique, c'est-à-dire que les citoyens sont autorisés à aller, vous demandez, est-ce que le citoyen doit respecter le communiqué ou la loi? Et vous dites, quand le citoyen décide de ne pas respecter la loi, le communiqué qui n'a rien à voir avec la loi, vous trouvez que s'il y a quelqu'un qui a violé un droit, c'est plutôt le citoyen. Mais connaissant le fonctionnement de l'administration, est-ce que le citoyen n'est pas dans l'obligation de se plier? Non, il n'est pas dans l'obligation de se plier au caprice d'une administration. C'est parce que, justement, nous tenons ce genre de langage dans les médias. Nous vendons la mauvaise information en faisant croire aux citoyens que c'est l'administration qui détient tous les pouvoirs. N'est-ce pas le cas? C'est pas le cas, justement. Le pouvoir appartient aux citoyens. Nous avons créé la peur. Et du coup, nous avons réussi à déposséder le pouvoir aux citoyens. Par une mauvaise information, par la désinformation. À force de dire que non, quand l'administration prend une décision, nous devons obéir. C'est pas vrai. Le pouvoir appartient, la souveraineté appartient au peuple camerounais, qui délègue une partie de ce pouvoir-là à un homme qui s'appelle le président de la République, qui choisit de nommer des gens autour de lui pour servir les citoyens. Et donc, ces personnes ne peuvent pas devenir les patrons des citoyens. Alors, cette mauvaise lecture de la réalité, aujourd'hui, a transformé les Camerounais qui pensent qu'ils doivent se soumettre au caprice d'une administration publique. C'est-à-dire, un sous-préfet peut se lever un matin et dire, on ne passe pas ici. Et les gens doivent obéir, comme vous dites là. C'est-à-dire que si le sous-préfet prend un communiqué et dit, moi, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Alors, nous étions en activité dans une commune là, ici à Douala, et puis il y a un sous-préfet qui a estimé que nos animateurs de proximité ne doivent plus travailler dans sa commune. C'était quand même un peu drôle. Bah, et je pense qu'il a finalement compris sa hiérarchie, que bah, voilà, je lui ai simplement notifié que jusqu'à ce qu'il me prouve qu'un monde à venir est interdit d'activité dans sa commune, nous allons poursuivre nos activités là-bas. Et donc, voilà, en mettant en copie. C'est grave. C'est une organisation reconnue au Cameroun, des citoyens camerounais dans leur propre territoire, vous leur dites, si vous continuez à mener des activités d'animation qui consistaient en même temps à sensibiliser les Camerounais à aller s'inscrire, vous partez de il a appelé son territoire. C'est-à-dire, vous voyez cette confusion-là. Le sous-préfet estime que c'est son territoire. Il s'adresse à des gens qui sont nés dans un territoire et il vous dit, si vous continuez, vous partez de mon territoire. C'est le chef d'État. Ah non, il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut donner la bonne information, éduquer les citoyens à comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui financent le fonctionnement de l'État, ce qu'on appelle l'État, l'administration publique. C'est nous qui finançons le fonctionnement de l'administration publique. Et donc, on ne peut pas financer le fonctionnement d'une institution qui se donne le droit de nous blâmer, de nous brimer tout le temps. À un moment donné, il faut que les gens prennent conscience de cela. Et ça passe par l'éducation, ça passe par les médias. Les médias dans notre pays vendent la peur.
attention, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, attention, c'est le président. Mais le président n'est pas le patron des citoyens. Le président a été élu par les citoyens. C'est-à-dire qu'on lui a donné un mandat. Madame, vous donnez un mandat à votre fils, on m'a invité à une réunion, là, quelque part, machin. Vraiment, je suis occupé, va me représenter là-bas. Après, voilà, tu me dis ce qu'ils ont demandé. Arrivé là-bas, votre fils prend sur lui de décider que vous n'êtes même plus rien. Et il va signer des documents là-bas, et puis, quand il revient, vous faites quoi? Vous dites, mais si vraiment, ça va? Il me semble que votre lettre, ça va être d'appeler des gens pour les écouter. J'ai envoyé mon fils pour me représenter. Je n'ai pas dit que mon fils devait prendre toutes les décisions me concernant là-bas. Tout simplement. Au pire des cas, vous retirez votre mandat. Écoutez, mon cher ami, tu ne pars plus là-bas. Tout simplement. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde entier. Hein. Quand le souverain, c'est-à-dire le peuple décide que, même les rois, c'est-à-dire quand le peuple décide que bon, c'est bon, c'est bon. Alors, mais ça aussi, il faut que le peuple, que les citoyens aient compris qu'en réalité, c'est eux qui détiennent ce pouvoir-là. Alors, ce schéma qu'on projette tous les jours pour dire, si un préfet, si un sous-préfet a pris un acte, les citoyens doivent se soumettre à cet acte-là, même si l'acte viole, n'est-ce pas, les lois de la République. Non, il faut arrêter ça. Mais connaissant le fonctionnement de notre administration. Excusez-moi, moi j'étais présent, le Cameroun passait au 4e cycle de l'examen périodique universel au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève. J'étais présent. Cette affaire de poursuivre les civils devant les tribunaux militaires a été posée encore. Et une des recommandations qui a été, n'est-ce pas, adressée au gouvernement du Cameroun, c'est d'arrêter ça. C'est d'arrêter ça. Mais là, ça se poursuit. Mais justement, c'est une violation, n'est-ce pas, des dispositions internationales. Donc, ce n'est pas parce que ça se poursuit que nous devons valider. Il me semble que notre travail, c'est d'éduquer les gens et de travailler ensemble pour que les responsables, une administration qui refuse de se soumettre aux intérêts du peuple. C'est ça, hein? Une administration qui refuse de se soumettre à l'intérêt du peuple, n'est-ce pas, doit faire face. C'est l'inverse. C'est-à-dire que doit faire face justement à la riposte du peuple. Justement, en parlant de cette riposte-là, dire ouvertement que ces droits sont bafoués, est-ce que ce n'est pas s'exposer à un motif comme celui qu'on a vu sur l'arrêté du préfet, incitation à la révolte, insurrection, ainsi de suite, Roland Tapi, connaissant notre administration qui a habitué les Camerounais aux invectives, aux menaces, aux interpellations, ainsi de suite. Et je crois que notre rôle déjà, c'est de sensibiliser justement les populations à ce qu'ils comprennent exactement où est-ce qu'il y a l'intimidation, où est-ce qu'il y a la distillation de la peur, où est-ce qu'on est en train d'appliquer les textes de la République. Il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Sinon, il y aura toujours cet amalgame où finalement, c'est la normale qui est considérée comme normale et celui qui veut se comporter normalement est considéré comme rebelle, tout simplement. Voilà où on en est aujourd'hui. Quand on se surprend à confondre ses propres droits à la violation d'une décision, vous voyez bien la différence. C'est-à-dire que la loi dit que on doit sortir se promener le mardi. Mais quelqu'un vient décider que le mardi, vous ne sortez pas. Et vous sortez le mardi, on vous arrête. Avant même de vous arrêter, on a fait diffuser des informations à travers les médias, justement, à travers autres canaux, que celui qui met le pied dehors mardi va faire face à, j'utilise leur expression, la rigueur de la loi. Alors que c'est eux-mêmes qui sont justement en train de piétiner, de bafouer la rigueur de la loi avec des décisions qui sont, je dirais quoi, illégales. Il faut qu'on rappelle également aux populations qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. Maître pourra peut-être nous édifier d'abord. Qu'il y a la Constitution. Il y a aussi les traités internationaux une fois qu'ils sont ratifiés. Et en dessous, il y a les lois. Et après viennent ces décrets et les décisions, les circulaires et autres là qu'on prend. Et une décision qui est prise et qui devrait être classée peut-être au 5e rang derrière cette hiérarchie ne saurait se mettre au-dessus
de la loi suprême, au-dessus d'un décret, au-dessus de la loi de la Constitution. C'est justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Comme Maître l'a dit tantôt, il est bien défini ce qu'on appelle, comment dire, trouble à l'ordre public. Il est bien défini, comme Philippe l'a dit, ce qu'on appelle réunion ou manifestation et autres. C'est des choses qui sont bien encadrées par des textes internationaux ratifiés par le Cameroun. Sauf que c'est comme si on a poussé tout cela de côté pour ériger d'autres dogmes qui n'ont plus pour motif cette fois-là de servir le peuple, mais de protéger le pouvoir et ceux qui sont là. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous êtes en train de vouloir marcher tel que la loi vous le dit, parce que le faire met en difficulté celui qui a pris sur lui de violer constamment la loi, on vous dit que vous êtes hors là. J'ai dit tantôt que si on doit donc commencer à interpeller tout le monde dans la rue, comme ce qu'on a vu là, sous prétexte qu'il y avait manifestation publique, sous prétexte qu'ils avaient des sifflets, mais quand on se met devant les stades de football, quand les matchs se jouent, et quand il y a sorti, parce que quand on sort, la dernière fois que les Lions jouaient des matchs, on a vu des manifestations dans les rues où il y a des gens qui sont morts pour excès de joie. Personne n'a jamais été interpellé. Devant un conseil constitutionnel, une dame explique très bien, je suis sorti avec le sifflet en attente de la victoire de mon candidat pour pouvoir exhiber. Pour cela, est-ce qu'il doit être pénalisé? Et tous ceux qui vont dans les stades avec les sifflets ou bien avec autres vous-là pour manifester leur joie, en quoi est-ce qu'ils sont en train de troubler l'ordre public? En quoi quelqu'un qui est en train de danser dans la rue parce qu'il est content, d'abord, et pour même remonter plus loin, pourquoi est-ce qu'au cours d'une audience du Conseil constitutionnel, on doit d'abord militariser la ville? De quoi avait-on peur en réalité? Parce que c'est après avoir militarisé la ville, on a dit également, vous ne sortez pas. Mais les gens ont pris le courage pour sortir. N'était-ce pas sur la base des messages qui étaient diffusés à travers les médias sociaux? Très bien. Le rôle de l'administration, du gouvernement dans l'ensemble, c'est justement de recevoir tous ces messages, de capitaliser et prendre des mesures pour que ce que prétendent certaines personnes n'arrive pas. C'est-à-dire mettre un dispositif de surveillance tel que les populations vont marcher librement pour aller là où ils vont et revenir librement sans que justement de pareilles personnes ne sortent derrière pour... Ce n'est pas pour empêcher même quelqu'un qui est naïf, qui sort pour aller au marché de sortir de chez lui. Là, justement, on est en train de faire le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc, si l'administration a eu le renseignement prévisionnel, a compris qu'il y a des menaces à l'ordre public, justement, il faut qu'il protège les populations contre cette menace-là, mais pas qu'il empêche les populations, justement, de se mouvoir. Là, ils ne sont plus en train de jouer leur rôle. C'est ce qu'il faut retenir là-dedans. C'est ce qu'on dénonce. C'est ce qu'on dénonce. Et donc, après, on va nous dire qu'une fois que l'autorité a pris une décision, il faut la respecter. Et si vous pensez qu'elle est illégale, vous pouvez aller devant le juge administratif pour rester. Ah bon? C'est trop facile de le dire ainsi pour se donner raison. Et donc, on doit faire comment? Légitimer les actes, les décisions illégales de l'administration sous prétexte que, vraiment, il faut respecter. D'accord. Mais il faudrait d'abord que celui qui doit prendre ces décisions s'assure à tout moment qu'il est en train de prendre des décisions, que si on veut contester, il aura gain de cause. Parce que son rôle, justement, c'est d'aider à protéger et à respecter la loi. Il ne peut pas être le premier qui viole la loi et demander après, et dire après que les autres ont violé. C'est ça qu'il s'agit. Il ne peut pas être le premier qui viole la loi. Quand un préfet décide que si quelqu'un parle mal, je ne sais pas si c'est moi qui utilise le mot mal, mais qui dit quelque chose contre les institutions et c'est lui qui les incarne. Contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui critique, qui dit que bon, il n'y a pas la route ici est même gâtée comme ça, alors qu'il y a des gens qui ont été élus ou bien nommés pour arranger. C'est pourquoi ça n'en pas. Est-ce qu'ils font même bien leur travail? Voilà le parler mal des gens. On dit que vous pensez. Il nous ramenait complètement là à la loi de 62, à l'ordonnance de 62 sur la subversion, où il n'était pas permis à quiconque de prononcer seulement le nom du président de la République. En bien ou en mal, on ne veut pas, ne prononcer pas. Parce que c'est l'institution, comme on aime souvent à nous le présenter. Et quand c'est l'institution, il faut respecter l'institution. On ne peut respecter l'institution que quand cette institution est aussi respectée par ceux qui les animent. Donc, il y a des
personnes qui... L'institution, c'est des bâtiments d'abord, mais après, on choisit des gens qui rentrent là-dedans. Et ceux-là, justement, de par leur valeur, de par leur capacité à bien mener les choses, sont ceux qui commencent par respecter l'institution. Mais quand l'institution devient celle qui marche contre les lois, qu'est-ce qu'on va faire finalement? Dans la suite des motifs, Maître Ndongue, on parle d'incitation à la révolte et rébellion. En quoi est-ce qu'une personne qui se retrouve au Palais des Congrès pour suivre les audiences du contentieux préélectoral peut être accusée de rébellion et d'incitation à la révolte? Merci Claude. Je crois que même le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne peut pas cautionner ce que j'appelle une folie politico-judiciaire. Folie politico-judiciaire, pourquoi? Parce que il y a deux constances dans notre débat de ce soir. Qui a violé l'ordre public? Qui a troublé l'ordre public? Et qui a violé la loi? À la question de savoir qui a troublé l'ordre public, c'est le préfet. Parce que l'ordre public peut se définir comme une certaine tranquillité nécessaire à la paix sociale. Des citoyens camerounais qui se retrouvent devant la Cour constitutionnelle avec des sifflets, attendant que ce dernier rempart, la crème de la crème comme on le considère en matière de droit, rende une décision et proclame le champion comme candidat à la magistrature suprême. Et on les interpelle que le sifflet constitue la rébellion. Le sifflet, c'est une incitation à la violence et le sifflet, c'est la rébellion. Analysons ces infractions de façon technique. Nous allons commencer par la rébellion, qui est définie par l'article 157 du Code pénal camerounais. Pour tomber sur le coup de la rébellion, il faudra résister d'une manière que ce soit à l'application des lois, des règlements, ou bien d'une décision légale de l'autorité administrative. J'insiste sur décision légale. Ceux qu'on a interpellés et qui sont susceptibles d'être poursuivis pour rébellion, est-ce qu'il y avait un règlement qu'on devait respecter devant la Cour constitutionnelle, si ce n'est le droit des citoyens camerounais de participer, d'aller librement à une audience publique? La réponse c'est non. Est-ce qu'il y avait une loi qu'il fallait respecter et que ceux qui sont aujourd'hui menacés pour rébellion ont incité le peuple à ne pas respecter? La réponse c'est non. Est-ce que même le communiqué, comme mon frère l'a appelé tout à l'heure, était légal? La réponse c'est non, parce que à la base, il y a une violation du code de justice militaire. À la base, il y a une violation de la loi du 19 décembre 1990 sur l'ordre public qui demande aux autorités administratives de n'utiliser la garde à vue administrative que dans le cadre du grand banditisme. Est-ce qu'il s'agissait là du grand banditisme? La réponse c'est non. Comme le disent les anglo-saxons, he who come to equity must come with clean hand. Quand tu demandes qu'on respecte la loi, quand tu déclares à coup de vuvuzela que le Cameroun est un état de droit, on va faire face à la rigueur de la loi. Le Cameroun est un état démocratique. Mais prêchez par l'exemple. Commencez d'abord par respecter les lois que nous avons pris la peine de voter des Camerounais à l'Assemblée nationale pour qu'on les vote. Ça, c'est la rébellion. Pour dégager du champ d'application et des menaces qui pèsent désormais sur ces citoyens de l'infraction de rébellion. Parlons de l'attroupement. Nous l'avons évoqué tout à l'heure et nous allons revenir sur cela. La rébellion, telle que définie par l'article 232 du Code pénal, nécessite un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est que vous devez vous réunir au moins à 5. L'attroupement. L'attroupement. Vous devez être au moins à 5 sur la voie publique et vous devez avoir un comportement susceptible de troubler la paix publique. On nous dit qu'on a interpellé des Camerounais devant la Cour constitutionnelle. C'est à questionner. On nous dit
qu'on les a interpellés parce qu'ils avaient des sifflets. Est-ce que les sifflets peuvent troubler la paix publique? Je pense que le bon sens, la logique, et peut-être vous-même direz qu'en l'espèce, celui qui a violé la loi, c'est le préfet, c'est l'autorité administrative. Incitation à la révolte. Révolte pourquoi? Révolte parce qu'ils attendaient la décision de la Cour constitutionnelle. S'ils pouvaient avoir une révolte, je crois que ça devrait être avant, quand Elekam rejette la candidature de leur champion. Maintenant, ils se soumettent à la loi. Ils se soumettent à la Cour constitutionnelle. Et ils s'y rendent pour voir de quelle façon la justice sera rendue. Et on les interpelle qu'ils incitent à la révolte. Donc, en un mot comme en mille, celui qui viole la loi, c'est l'autorité administrative, c'est le préfet, en violant les dispositions de la loi du 19 décembre 1990. Celui qui viole la loi, c'est ceux qui prétendent traduire devant les juridictions, qui pisaient une juridiction militaire, qui est matériellement incompétent, des citoyens camerounais, des civils camerounais, qui doivent être jugés par des tribunaux civils. Le tribunal de grande instance est là si on estime que c'est un crime. Le tribunal de première instance du Foundi est là si on estime que c'est un délit. Donc, quels que soient les délits commis, bon, si ces délits-ci sont maintenus, ils ne devraient pas être jugés par le tribunal militaire. Ils ne devraient pas être jugés par le tribunal militaire. Je dis, à la base, le tribunal, la loi définit la compétence matérielle du tribunal militaire. Je vous ai dit, le tribunal militaire est compétent pour des infractions liées à la guerre, c'est-à-dire des meurtres, des génocides, des crimes contre l'humanité. Des infractions dans lesquelles les militaires sont impliqués. Des infractions où les militaires sont des complices ou bien il y a des complices civils avec des militaires. Il n'est nullement dit que des civils qui sont des infracteurs relativement aux infractions aussi minables puissent être jugés devant le tribunal militaire. Il y a le tribunal de grande instance qui est là pour juger des crimes. Il y a le tribunal de première instance qui est là pour juger des crimes et délits. Nous avons d'ailleurs parlé ici d'une infraction qui est punie, l'attroupement est puni d'une peine privative de liberté allant de 15 jours à 6 mois. Ils ont déjà fait 15 jours de garde à vue. Je ne sais pas si on a renouvelé ou pas, mais avec 15 jours de garde à vue, ils ont déjà fait la peine minimale. Et il faudra les traduire devant le tribunal militaire. Le juge d'instruction militaire mettra peut-être 6 mois ou 1 an pour instruire l'affaire. Et vous voyez, vous vous trouvez donc en détention, en train de faire, en attente de votre sort, de votre jugement, et vous purgez la peine que vous êtes censé, la peine maximale que vous êtes censé avoir pendant que l'enquête préliminaire est encore là. Si ce n'est pas pour s'aimer de la peur dans le cœur des Camerounais, il s'agit de quoi exactement? Mais je suis assez content parce que, à un moment donné, j'ai vu des candidats qui sont retenus pour la présidentielle de octobre 2025. Et parmi eux, il y a des ministres camerounais qui ont passé le temps à supporter ce genre de forfaiture. Et qui nous dit aujourd'hui que bon, ils sont à mesure de venir renverser la vapeur. J'attends aussi le miracle pour voir. Mais que ceux qui prennent ces décisions, en menaçant des Camerounais, en violant des lois et en envoyant injustement des Camerounais en prison, qu'ils comprennent que la route tourne. Et le reproche qui est d'ailleurs fait, puisque vous parlez des candidats, le reproche qui est fait à ces candidats par certains, c'est de n'avoir pas pris position sur cette affaire concernant l'interpellation de ces Camerounais qui étaient au Palais des Congrès. Roland Sapi, vous aurez l'occasion de réagir, mais sur la base des explications et de ce que les uns et les autres pensent, en se disant qu'ici, le coupable, c'est le préfet. Est-ce qu'on peut considérer ces Camerounais qui sont arrêtés et qui seront jugés par le tribunal militaire comme quoi? Des victimes, des dommages collatéraux? Philippe Nanga, il fallait qu'on trouve rapidement le coupable pour faire passer peut-être un message aux autres qui tenteraient soit de lever la tête, soit de vouloir protester. C'est des victimes, tout simplement. Et c'est des victimes d'un système qui vise tout simplement à diffuser la peur, la terreur. Nous le vivons depuis quelque temps avec des termes du genre Moulinex et autres, dont l'objectif est simplement de créer la terreur au sein de l'opinion.
et donc amener les citoyens à douter, n'est-ce pas, de leurs droits, à déconsidérer leur position du point de vue de la gouvernance politique, et donc à commencer à imaginer que ceux qui gèrent nos affaires publiques, ceux qui sont dans nos administrations publiques, dans nos institutions, sont, n'est-ce pas, nos patrons. Donc, c'est ça en réalité le jeu depuis quelque temps et qui marche. Et puisque, vous voyez, on débat sur ça, ailleurs, il n'y aurait pas de débat. Tout le monde conclurait qu'il y a quelqu'un qui viole la loi, c'est le préfet. Mais ici, on débat sur ça. Pourquoi ils sont allés marcher? Mais il y avait un communiqué. Personne ne demande au préfet, mais monsieur le préfet, vous faites comment pour sortir un communiqué qui viole totalement la loi? Est-ce que le communiqué même est dans l'ordonnancement juridique, dans la hiérarchie des normes juridiques? C'est une torsion. Vous voyez donc le débat est inversé. Et du coup, ça marche comme ça depuis quelque temps. Et donc, les gens peuvent se gargariser en faisant des sorties. On va frapper. C'est le droit des citoyens camerounais de dire ce qu'ils ressentent. C'est le droit. Vous pouvez pas. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez un gars qui est fou malade là dans les réseaux sociaux et qui, excédé par les souffrances dont il subit depuis plusieurs années, dit moi je vais brûler ce pays, j'en ai marre. Vous envoyez le ramasser, vous l'amenez au tribunal militaire? Ah non. Un État normal ne fonctionne pas comme ça. On constate qu'il y a un gars qui doit avoir des problèmes. Au contraire, on l'approche. Il y a des services spécialisés qui sont là, financés par nos soins, qui doivent se rapprocher de cet individu pour chercher à comprendre quel est son problème. Un gars qui dit qu'il veut brûler le Cameroun, chercher à comprendre c'est quoi son problème. Et l'accompagner. Et peut-être trouver la solution à son problème. C'est comme ça que ça fonctionne dans un État normal. Ce n'est pas d'aller le traquer dans les réseaux sociaux, de le ramasser et l'amener au tribunal militaire en disant c'est un danger. Comment il est un danger? Le mec est dans sa chambre, il met un téléphone là, il dit je vais brûler le Cameroun. Il devient dangereux. Il faut être sérieux. Donc, je pense qu'il y a un problème et en réalité, le jeu derrière, c'est que vous ne devez même plus parler. C'est-à-dire, on ne veut pas vous entendre parler. Et donc, du coup, ça se chuchote. Donc, attention, tu sais, notre frère qui est là-bas, tout le monde commence à craindre. Vous avez donc des dépositaires de la souveraineté qui deviennent des sujets. Et donc, nous avons comme ça un pays qui est constitué non pas des citoyens, mais des sujets. Est-ce qu'on peut faire directement le lien avec l'enjeu de l'élection, de l'échéance qui s'annonce, l'élection présidentielle? L'idée est de faire taire tout le monde. C'est clair qu'on est dans le schéma. Donc, comme on dit au quartier, on est dans le schéma parce qu'il y a eu tellement de violations depuis quelques années. Et, n'est-ce pas, ça s'enchaîne aussi des actes de violation qui amènent les auteurs eux-mêmes à se dire « Ah, là, on est en train de bien faire. Je pense qu'à un moment donné, ces gars, de l'autre côté, ils risquent de se soulever. » Donc, du coup, il y a des mesures préventives qu'ils prennent sur la base de ce qu'eux-mêmes ils posent comme acte, tout simplement. Parce que quand vous gérez bien, quand vous respectez la loi, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que les gens, tout le monde se met au pas, puisque vous-même vous respectez la loi. Et puisque vous avez mandat de protéger les citoyens, vous n'avez même pas l'idée de mettre en difficulté ces citoyens. Mais vous voyez, vraiment c'est extraordinaire ce qui se passe dans notre pays. Vous avez un pays qui a des citoyens qui s'activent quotidiennement à trouver des moyens pour faire fonctionner nos institutions. Vous avez des gens qui sont dans ces institutions-là, qui se réveillent tous les matins avec pour idée, ces gars-là qui permettent à ce que nous on fonctionne et qu'on existe, nous allons leur montrer qui nous sommes. C'est quand même un peu bizarre. Vous voyez? C'est quand même un peu bizarre. Vous avez des citoyens qui commencent à considérer que c'est pas nos institutions. Vous voyez, on dit les institutions de la République. Donc, on dit les institutions de la République, ça donne l'impression qu'il y a une République qui est externe à nous. On ne dit pas les institutions des citoyens. La République, là, on la présente comme quelque chose qui ne nous appartient pas. Une institution détachée des citoyens. Voilà. On dit, c'est une institution de la République. Et donc, on ne s'amuse pas avec une institution de la République. C'est-à-dire, on extrait, n'est-ce pas, cette République des citoyens. Or, la République est la propriété des citoyens. Et donc, les institutions sont au service du citoyen propriétaire de la République.
Et donc, et là, ce schéma-là, on l'efface complètement dans les esprits des citoyens. Et on commence à vous faire douter. Et du coup, c'est lui qui est payé par vos soins pour vous protéger, pour s'assurer que tout va bien, votre épanouissement est garanti, il devient votre terroriste. C'est comme si vous construisez votre maison, tout est bien, ok, et puis vous recrutez des gardiens pour assurer la sécurité dans votre maison. Et le gardien commence à vous dire, monsieur, ici on n'entre pas à partir de 20h. Il devient le bourreau. C'est-à-dire, c'est vous qui l'avez recruté, vous êtes payé, il est payé par vos soins, et lui commence à vous dire, écoutez, moi, à 22h, je dors déjà, donc je ne veux pas voir des gens qui viennent ouvrir le portail à 22h. Oh, c'est vous qui payez ce gars. C'est exactement comme ça que fonctionne l'État du Cameroun. C'est-à-dire, c'est les gens que nous on paye pour qu'ils assurent notre sécurité, pour qu'ils s'assurent de notre plein épanouissement, ils sont les premiers à mettre en difficulté notre épanouissement. Et nous, on est là à les supplier et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que cette élection a un enjeu majeur. Parce que quand même, ça fait plusieurs années qu'on est dans ce schéma-là. Et je me réjouis, hein, les gens commencent quand même à prendre conscience. Parce qu'avant, ce réflexe de dire, mais écoutez, là, on ne va pas marcher sur tout ce qui se passe. Les gens commencent à avoir ce réflexe de dire, écoutez, quand même, on a des droits. Et nous avons quand même à nous de faire respecter ces droits-là. Donc, on ne va pas accepter qu'on nous marche dessus tout le temps. Donc, les gens commencent à réfléchir. Et ça, pour moi, ça me réjouit. Et je commence à penser. Et c'est pour ça que je pense, il me semble que le grand enjeu de cette élection, de la prochaine élection présidentielle, c'est justement que d'un côté, il y en a qui considèrent que le schéma commence à être déconstruit. Les gens commencent à se dire, mais attention, il y a un problème. Et là, ils sentent que ça ne marche pas. Et donc, ils s'organisent et s'activent à maintenir le schéma. Mais de l'autre côté, quand même, je pense qu'il y a une population qui commence à prendre conscience. C'est pour ça que la provoque dont on fait l'objet, et puis je crois qu'il commence aussi à se mettre en difficulté. Parce que tous les ingrédients étaient réunis pour que, après l'éviction du président du professeur Maurice Kamto, qui est des ébullitions, qui est de l'ébullition, qui est de la protestation, qui est des manifestations. Tout était réuni et ils étaient convaincus que ça va se passer comme ça. Et je pense qu'ils ont été, je ne sais pas comment, ils ont été un peu déroutés. Déroutés, voilà. Ils ont été déroutés. Parce que heureusement, ça n'a pas été, oui, parce ça n'a pas été le cas. Alors, ils s'attendaient justement face à des gens qui disaient, waouh, on va. Après, vous avez vu que même les avocats ont dit, OK, on a pris acte. Et puis, les responsables du MSC et d'autres personnes, même du Manidem, ont dit, pour le moment, on se calme, on continue à lutter, les choses vont bouger d'une manière ou d'une autre. Pour cette élection présidentielle, il y a 12 candidats. Si on met de côté le candidat du RDPC, ils sont 11. Les uns et les autres ont condamné le fait que jusqu'ici, aucun candidat à l'élection présidentielle n'ait dénoncé cette arrestation arbitraire de ces Camerounais-là qui seront jugés par le tribunal militaire. À tort ou à raison, est-ce qu'on peut comprendre ce silence des candidats à l'élection présidentielle sur cette affaire? Oui, disons pour être plus exact, qu'il y a certains quand même qui se sont prononcés pour dénoncer ce genre d'attitude du gouvernement dans l'ensemble, pas seulement ces arrestations et autres, mais un certain nombre de comportements, de décisions, de faits pris par le gouvernement, par le pouvoir en place depuis le processus préélectoral qui, manifestement, pas manifestement, qui visiblement vont contre la logique, la loi, le droit et ainsi de suite. Il y a d'autres qui ont protesté contre cela. On peut tout simplement se poser la question, est-ce qu'ils l'ont suffisamment fait en réalité? Et c'est peut-être à ce niveau qu'on peut commencer à douter de la sincérité ou bien de l'engagement réel de ces protestants, de ces sorties vis-à-vis de ces gestes. Mais il y a d'autres, effectivement, qui font comme s'ils ne sont pas concernés par ce qui est en train de se passer. Et c'est là où ça devient inquiétant. Parce que quelqu'un qui est en train d'aspirer à une fonction suprême dans un pays comme le Cameroun ou bien dans n'importe quel pays est quand même attentif à tout ce qui se passe, qui touche à la sécurité, l'environnement, le bien-être des populations. Parce que justement, à ce moment-là, il est supposé être le plus gentil possible pour s'attirer le maximum
d'électeurs. Il est supposé être celui-là qui démontre que non, je suis là pour m'occuper de vous et je ne veux pas accepter que de telles choses se fassent par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais avant même ces arrestations, il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées et pour lesquelles on a constaté plutôt une froideur ou presque une indifférence totale de ceux qui aujourd'hui aspirent à gouverner le Cameroun. On a encore bien en mémoire l'affaire de la liste électorale nationale. L'affaire de la liste nationale électorale qui n'a concerné au maximum que 2 personnes à l'époque, ou 3, qui étaient avant même la publication de la liste. Et quand on regarde la liste même des candidats qui a été publiée, je ne suis pas sûr que là-dedans, il y a quelqu'un qui s'est jamais inquiété. Oui, peut-être le PURS. Oui, peut-être le PURS, Espoir Maton, qui s'est inquiété au même moment que Maurice Kamto de la non-publication de ces listes. Mais les autres font comme si la publication de la liste nationale des élections n'est pas un élément important par rapport à ces élections. Il y a même eu l'affaire de l'inaccessibilité de certains bureaux de vote dénoncés par le SDF. Tout à fait. Bref, il y a un certain nombre de faits nationaux sur lesquels on s'attendrait à ce que les candidats à l'élection présidentielle fassent des sorties sérieuses.